première partie de nos échanges, j'avais avancé un mot qui a fait tiquer. Ce mot est encore plus important que jamais quand on parle de la diaspora. J'avais utilisé le mot l'éducation. Dans l'éducation, quand on parle de citoyenneté, c'est tout simplement l'individu averti. Averti pour réfléchir, averti pour être conscient d'eux et surtout averti pour agir ou faire agir. Il s'avère que la diaspora représente la totalité de cela. Nous sommes où nous fonctionnons, où nous agissons dans un environnement averti et nous sommes censés être avertis de la chose publique. C'est un élément très important. De quelle manière ? Mais nous sommes avertis. Tout à l'heure, nous avons parlé de droits et de devoirs. Les droits et les devoirs que nous respectons en tant que membres de la diaspora dans un pays donné, nos efforts premiers, certes, concernent ce pays où nous vivons, mais nos efforts seconds devront être de les voir réaliser. D'abord comprendre, accepter et réaliser dans le second volet de notre personnalité, c'est-à-dire nos pays d'origine. Nous devons d'abord pousser les pays d'où nous venons à nous considérer comme des citoyens à part entière. Non pas parce que nous sommes partis à l'étranger, nous ne sommes plus concernés et nous ne devons plus être concernés par ce qui se passe chez nous. Au contraire, nous devons nous battre pour que cela soit reconnu. Et cet effort important, nous devons le multiplier par autant de fois que nous représentions ce que nous appelons l'Afrique dans les différents pays. Moi, je vous félicite, vous qui êtes en France, pour les efforts que vous faites tous les jours pour qu'on ne voit pas sur votre front uniquement la diaspora ou béninoise ou ivoirienne, mais que cette diaspora représente l'Afrique en miniature dans le pays où nous avons décidé de vivre. Moi, je ne vis pas en France. Vous venez du Bénin. Je viens du Bénin, mais j'ai passé plus d'une quarantaine d'années, 47 exactement, vous avez fait partie de la diaspora. En Suisse. Oui. Et ce que j'ai appris de ce pays, nous l'avons plus ou moins intégré dans ce que nous considérons comme la diaspora africaine en Suisse. Et nous faisons les efforts qu'il faut pour transférer cela dans les discussions que nous avons avec les acteurs de notre pays. Et quand je dis les acteurs, je ne me limite pas seulement aux élites ou à ceux qui gouvernent. Nous représentons d'une manière ou d'une autre, dans nos pays, ce qu'on voit comme processus démocratique en Suisse. C'est-à-dire donner la voix à tout le monde. Oui. Pas nécessairement à une majorité. Et quel serait le dispositif au Bénin, justement, avant de passer la parole Au Bénin, nous avons le bonheur de donner de l'importance à la diaspora. C'est-à-dire, parce que ce n'est pas tous les pays africains qui autorisent les membres de leur diaspora à participer à la chose publique et à participer à la partie la plus visible de ce qu'on appelle la chose publique, qui consiste dans les élections. Ce n'est pas tous les pays africains. Il y a des pays africains qui ne donnent pas le droit de vote à la diaspora. Vous en connaissez Oh, il y en a. Et au Bénin, le droit de vote est acquis ? Il est acquis à la diaspora. La diaspora vote. Et quelles en seraient les raisons, par exemple il faut, premièrement, c'est là où je parlais de former, éduquer, avoir des citoyens avertis. C'est-à-dire que les autorités, ceux qui sont devenus élus, parce que élus doivent prendre conscience des diverses portions ou des diverses partitions qui constituent et qui peuvent constituer la communauté ou le pays
voir la nation qu'ils sont appelés à diriger. Vous ne pouvez pas parler d'une nation béninoise si vous excluez tout ce qui concerne la diaspora. Vous ne pouvez pas parler d'une nation ivoirienne si vous n'intégrez pas l'élément diaspora, les aspirations, leur participation, leurs efforts à construire et leurs efforts à voir émerger leur pays tel qu'il est aujourd'hui. C'est cela que j'appelle la nécessité d'une contribution. Permettez-moi de conclure en disant seule une diaspora ivoirienne ou béninoise ou sénégalaise ou somalienne ne suffira pas à faire bouger les choses en Afrique. Plus nous serons nombreux, plus les diasporas se constitueront en force d'appui. On va y arriver sur... oui, Vous avez demandé quelle est la contribution et j'y répondrai. Oui, on va revenir sur ce point justement. Et je vais passer la parole à M. Simon Tekna que j'ai pas présenté. Hein, je vous demande de m'excuser. Vous êtes écrivain, expert en politique et stratégie de défense. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire M. Akodjedou, pardon. Oui. Monsieur Akodjedou, pardon. Oui, alors, qu'est-ce que je pense? Je pense qu'il a dit à peu près ce que un membre de la diaspora aussi ancien que lui, c'est-à-dire moi, peut penser. Mais moi, j'ajouterais surtout l'exemplarité des membres de la diaspora vis-à-vis de nos pays. Vous savez que les gens qui voyagent ont l'avantage de voir les autres vivre, de voir comment les autres sociétés sont construites, de voir comment on résout des problèmes que nos pays n'ont pas encore rencontrés. Et nous avons donc cette force dans la diaspora de pouvoir proposer. Alors, une chose est de proposer, l'autre est alors que l'interlocuteur accepte que tu lui proposes quelque chose. Et c'est là où il y a les différences entre les pays. Oui. Là, il a parlé du Bénin. Moi, je vais vous parler du cas du Cameroun. Oui. Hein, c'est un nom deviné par ma tête, peut-être c'est camerounais, oui. Je le confirme. Donc là, vous savez, les Camerounais votent à l'étranger, oui. Mais ça n'a aucun poids. Ça n'a aucun poids. Sur l'élection, oui, ça ne change absolument rien. Et comment expliquez-vous cela? Tout simplement parce que, premièrement, ils sont peu nombreux à s'inscrire sur la liste électorale. Pourtant, ça fait combien d'années qu'ils votent de l'étranger? Ils votent depuis 2011. D'accord. Et donc, ce qui veut dire par là que le poids de la diaspora ne dépend pas simplement des lois, des autorisations. Je pense que nous avons un devoir d'exemplarité vraiment à donner. Alors, comment la diaspora peut se constituer en une force et influencer le cours des choses dans nos pays? Je pense que ça, c'est la question centrale. Oui. Il faut essayer d'y répondre. Oui. Et moi, dans ma situation, puisque j'ai fondé une association de la diaspora camerounaise, j'ai donc eu à avoir une expérience de rassembler les gens pour un but. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que nous avons des sorts qui sont très différents à l'étranger. Vous avez des gens qui ont du mal déjà à vivre sur le sol d'accueil, dans le pays d'accueil. Vous imaginez quand vous leur demandez de rassembler pour aider les autres qui sont très loin, quelquefois ça pose problème. Alors je pense donc qu'il y a une responsabilité de l'élite, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens de réfléchir et les moyens de proposer. Je ne veux pas être élitiste, mais je crois que pour réfléchir pour quelqu'un d'autre, il faut avoir résolu la moitié de ses propres problèmes. D'accord. Donc, il est donc très important que l'élite que je vois ici, j'imagine, je vois les jeunes gens dynamiques, d'apparence, et je crois qu'ils le sont vraiment, c'est à nous qui pouvons nous lever, nous qui pouvons réécrire, nous qui pouvons réfléchir, nous qui pouvons donner, c'est à nous de penser à cette force qu'il faut donner à nos diasporas. Voilà ce que j'ai à dire. C'est à nous de penser cette force qu'il faut donner à la diaspora. Monsieur voilà. Jacques Oud, j'ai du mal à prononcer votre nom, excusez-moi. Oudia, Simon Oudia, oui. Et donc, comment ça se passe au Maroc pour les ressortissants du Maroc? Comment ça se passe? Oui, bon,
Est-ce que... Merci. Bien, donc bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci aux organisateurs de m'avoir invité, de donner un petit moment pour la prise de parole de la diaspora du nord de l'Afrique et principalement du Maroc. Du Maroc, pays très important pour l'Afrique. Alors, sur la question du vote déjà de la diaspora, il faut clarifier les choses. La question, c'est que presque tous les pays, et je crois tous les pays, accordent le droit de vote aux gens qui sont émigrés. La question fondamentale, c'est où ils votent. Est-ce qu'ils votent, est-ce qu'ils doivent rentrer au pays pour voter, ou est-ce qu'ils peuvent voter dans leur pays d'accueil? Les Algériens, par exemple, votent en France, dans les consulats. Les Marocains, non. Si les Marocains veulent voter, ils ont totalement le droit de vote, puisqu'ils sont citoyens marocains. Il faut qu'ils rentrent au Maroc. Ce qui est une forte limitation, mais qui aussi renvoie aux capacités des consulats à organiser d'une façon correcte les élections. Donc il faut être précis quand on parle du droit de vote des émigrés ou de la diaspora. Qu'appelez-vous par façon correcte, organisée de façon correcte? Que les listes soient bien établies, que l'état civil soit clair, oui. Que les papiers, qu'on puisse renouveler son passeport ou sa carte d'identité nationale d'une façon rapide, fluide, etc., qui ne sont pas toujours des conditions qui sont... De véritables freins pour certains pays. Hein. Moi, je voudrais quand même... J'ai répondu, je pense, à votre question, mais je voudrais juste rebondir sur une chose qui a été dite dans le premier panel, qui m'a semblé très importante, qui était que la démocratie... ne peut pas se résoudre aux élections. Moi, je viens d'un pays, le Maroc, où le principal dirigeant n'est pas élu. C'est quand même une chose qu'il faut un tout petit peu noter. Et pour moi, la chose fondamentale, c'est de savoir quelle est la légitimité du pouvoir. Et le critère fondamental, c'est la légitimité. C'est pas la démocratie, les élections, etc. C'est des moyens pour que le pouvoir ait ou non la légitimité. Et la légitimité, ce n'est pas une chose qui se décrète seulement dans la loi, c'est une chose qui est de fait. Est-ce que la population se sent en accord avec les dirigeants? Et moi, ce qui me semble important, parce qu'on a aussi évoqué la dimension de institutions importées, d'Occident, etc. Moi, ce que je connais pas très très bien l'Afrique subsaharienne, même si j'ai fait quelques missions là-bas. Je connais bien plus les sociétés d'Afrique du Nord. C'est que, et parmi les 3 pays d'Afrique du Nord, je peux constater une chose, c'est que l'institution royale est beaucoup plus en phase avec les fondamentaux historiques de la société marocaine. En Algérie, il y a une république. République, c'est un mot latin qui dit chose publique, res publica. Mais pour moi, il n'y a pas de chose publique en Algérie. Je ne vais pas faire de débat là-dessus, mais par contre, ce que je constate, c'est qu'au Maroc, malgré tous les problèmes qui se posent, les institutions marocaines de pouvoir sont en phase avec, disons, l'imaginaire profond de la société. Voilà. Et ça n'évite pas les problèmes, les conflits, les oppositions, etc. Mais il y a quelque chose de profond et en accord avec la société, y compris dans sa dimension religieuse, qui est une dimension que j'appellerais culturelle. Hein. Ouais. Et les choses culturelles, comme on sait, elles sont extrêmement enfouies et profondes dans les sociétés. On ne peut pas les bouger comme ça. Et quand on plaque des institutions qui ont été importées de l'extérieur, ben souvent ça ne marche pas. Et elles sont en fait utilisées d'une autre façon que ce qui est écrit. On va poursuivre sur... on a parlé de droit de vote, hein, on a parlé de droit de vote effectif. Et je voulais savoir, est-ce que vous pensez à des réformes qui pourraient être envisagées à court terme pour justement promouvoir le droit de vote, organiser le vote au niveau des diasporas? Est-ce qu'il y aurait des réformes? Monsieur Aoudia a parlé de freins. Il a mis en avant certains freins. Est-ce qu'il y aurait des réformes autour des listes électorales Voilà, allez-y. Je commencerai par une réforme que je juge la plus facile et la plus normale. C'est autant ce que nous appelons et ce qui est l'Union africaine, autant elle se bat pour considérer ce que j'appelle les entités africaines ou bien afro-descendantes et leur donner
ce que j'appelle leur droit à être considérés comme des Africains, devenant partie de l'ensemble africain, autant l'Union africaine se bat pour cela, il serait utile que la même Union africaine considère que les éléments que nous appelons les diasporas, l'ensemble des diasporas, pourraient constituer ou pourraient avoir au minimum un rôle d'observation, minimum, ou faire un effort pour convaincre la totalité des États africains à considérer leur diaspora comme des acteurs, je ne veux pas qualifier, mais au moins des acteurs dans la vie des différents pays qui constituent l'Union africaine. Je prends l'exemple que mon copanéliste de droite vient d'indiquer. Monsieur Aouzia. Oui, vous ne pouvez pas dire vous avez le droit de vote, mais pour voter, venez voter au pays. Ça n'a pas de... Un énorme frein, et puis... C'est déjà... ce n'est pas aussi sincère et admissible qu'on pourrait l'imaginer. Si vous avez le droit de vote, je mets en place les dispositifs, je mets en place les mécaniques qui vous permettent de voter là où vous êtes. Si je vous considère comme citoyen, je ne vous dis pas prenez l'avion, prenez le bateau ou venez voter le jour. Et à la limite, je pourrais vous dire venez voter là où vous êtes né. Si je pousse loin cette forme. Non, il faudrait, dans le souci d'intégrer les diasporas dans la marche de l'Afrique et des États africains, que leur soient reconnus des droits et qui vont nécessairement avec des devoirs. Donc, c'est une piste à considérer, mais nous n'aurons de voix dans ce chapitre ou sur ce chapitre que si nous constituons nous-mêmes une entité crédible, avec une force de frappe. Avec une force de frappe. Une diaspora crédible avec une force de frappe. Une force de frappe, nécessairement. Vous comptez à partir du moment où ce que vous dites ou ce que vous proposez a non seulement le mérite d'être clair, mais a en plus l'intérêt que nécessite la situation de la chose publique dans les différents pays. Oui. Est-ce que le poids économique de la diaspora aurait une influence? Le poids économique, je connais... Comment utiliser ça? Je connais un pays où j'ai vécu, où le poids économique de la diaspora équivaut beaucoup plus ou dépasse de loin l'aide que reçoit ce pays. Quel est ce pays? Le Mali. Je prends le cas du Mali. Les Maliens de l'extérieur constituent une force de frappe sur le plan économique, mais il n'y a pas de répondant. Il n'y a pas de répondant du côté politique. Les dirigeants acceptent que ce rôle joué par la diaspora soit poursuivi, parce que la diaspora supplée les faiblesses de la République, de l'État, en construisant écoles et tout le reste, écoles, centres de santé, ponts, etc. Oui. Mais il faudrait qu'en retour, qu'il y ait un droit, qu'un droit leur soit reconnu comme faisant partie des acteurs de la chose publique. Mm-hmm. Et cela n'est pas encore sur la table. D'accord. Je prends le cas du Mali, que je connais relativement bien. Très bien. Alors, Monsieur Simon Tekda, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce que vient de dire Monsieur Agodjenou? Oui, j'ai une difficulté à concevoir l'Union africaine face à quelque chose qui n'est pas l'union des diasporas. C'est-à-dire que par simple symétrie, si on veut faire les choses, si l'Union africaine doit penser la diaspora, il doit penser pour toutes les diasporas. Et jusqu'à présent, je ne sais peut-être pas, peut-être qu'on me le dira ici, je crois qu'il n'y a pas encore une dynamique des diasporas africaines. Je pense que chaque diaspora est dans sa chapelle et chacun essaie de se battre pour aider surtout les populations
beaucoup plus que l'État. Et donc, ce que je peux dire à mon voisin de droite, c'est qu'il serait temps que les diasporas se parlent, notamment en France. C'est très important. Parce que les diasporas, en se parlant, vont se connaître. Ils vont en même temps détecter les défauts des uns et des autres et essayer de les corriger. Je pense qu'il faudra faire un effort. Ce n'est plus... Je pense que je fais partie de ceux qui ont presque fini de ce côté-là. Mais pour les jeunes, ceux qui arrivent, je pense qu'ils ont encore l'énergie de penser vraiment à rassembler toutes les diasporas et à penser, un peu comme il y a l'Union africaine, les diasporas est l'équivalent. Et ça leur donnera une grande force. Alors nous sommes encore là pour essayer de donner des conseils. Je ne dis pas que je ne suis pas un homme fini. Nous sommes encore là. S'il y a ce genre d'initiative, personnellement, je ne manquerai pas à l'appuyer. Alors, autre chose. Alors, je reviens à votre première question sur les réformes éventuelles. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec lui quand il pense au panafricanisme. Il n'a pas utilisé le terme. Parce qu'il parle des afro-descendants. C'est-à-dire qu'il va au-delà des Africains qui vivent en Afrique, mais il veut toucher ceux qui, par l'histoire, sont ailleurs, mais de par leurs ancêtres, et quelquefois par des tests d'ADN, se retrouvent dans un pays ou dans un autre. Donc, effectivement, est-ce que, c'est une question qu'on peut poser, est-ce que un Américain qui constate par l'ADN qu'il est ivoirien, est-ce qu'il aurait le droit de voter, par exemple? Est-ce qu'on peut penser à ce type de réforme? Et est-ce qu'on peut également penser qu'un homme, que quelqu'un qui n'est pas forcément, qui n'a pas sa maison en Afrique, mais qui l'a peut-être dans les Caraïbes, peut plus facilement devenir membre, ressortissant d'un pays africain et par là même voter? Donc on peut, au niveau de l'Union africaine, commencer à réfléchir sur ces pistes-là. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter, allez-y. Non, j'avais une correction à faire. Une correction. Dans le propos que j'ai tenu il y a quelques minutes, j'ai parlé des efforts. Et je pense que nous pouvons, ou la diaspora africaine peut devenir un acteur. Mais cela nécessite la mise sur pied d'une stratégie à travers un processus bien clair. Votre micro, s'il vous plaît. Et le processus serait clair si, au lieu de dire diaspora du Bénin, diaspora béninoise, ainsi de suite, que progressivement nous allions vers ce que j'ai indiqué. C'est-à-dire, il y a une diaspora fêtière, utilisons ce terme, pour rentrer dans le domaine privé ou parapublic. Il y a une fêtière des diasporas. Mais la fêtière, elle doit commencer dans chacun des pays où il y a un nombre consistant de ressortissants venant des pays africains. Vous aurez la fêtière suisse, helvétique, vous aurez la fêtière britannique, française, ainsi de suite. Et les fêtières se retrouvent au sommet. Et cette fêtière peut peser dans la marche du continent. D'accord. Mais l'exercice mérite d'être entrepris, ou tout au moins considéré, et ensemble, nous pourrons réfléchir sur comment d'abord cela devienne un microcosme national, et ensuite binational, et ensuite au niveau de l'ensemble d'un continent. Parce que la diaspora, nous avons l'erreur de considérer qu'elle ne se trouve qu'en Europe. Alors que la diaspora se trouve en Asie. En Afrique également. En Asie et en Afrique oui. Et en Amérique. Donc, la diaspora, considérons-la comme une entité qui peut avoir une force de frappe. Et cette force doit pouvoir compter dans le devenir du continent. Dans le devenir du continent. Merci. Monsieur Alassane Diop, je reviens vers vous. Est-ce que vous nous entendez cette fois?
les diasporas, pour moi, c'est une représentation nationale. C'est une représentation nationale en ce sens que les diasporas sont représentés par des citoyens de leur pays et ces citoyens de leur pays doivent avoir les mêmes droits que ceux qui sont au niveau national. Si je prends le cas du Sénégal, par exemple, nous avons une diaspora très dynamique, une diaspora très organisée, une diaspora qui réagit sur le plan de la citoyenneté, sur le plan de l'équité, et une diaspora qui participe aux élections nationales. Et nous avons même une représentation de la diaspora à l'Assemblée nationale, donc ils élisent des députés, et à plus forte raison, le président de la République. Pour dire simplement que c'est une réalité économique, une réalité politique et une réalité sociale chez nous. Ce que je peux dire maintenant, c'est que la diaspora doit continuer à agir de cette sorte, donc économique, sociale et politique, et peser de tout son poids pour renforcer la démocratie. On parle beaucoup maintenant d'innovation démocratique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la diaspora peut et doit, je pense, à partir des réalités que ces diasporas vivent dans leur pays d'accueil, pouvoir renforcer la démocratie dans leur propre pays. On parle aujourd'hui de tout ce qui touche, excusez-moi, de tout ce qui touche les plateformes numériques, les communications, etc. Oui. Autant de soubassements qui peuvent aider à renforcer les démocraties au niveau des pays. Des innovations. Alors, Monsieur Assane Diop, je vais vous reposer une question par rapport à ce que vous venez de vous avez décrit ce que le Sénégal fait de bien. Et ma question est de savoir, c'est quoi le secret du Sénégal? Parce que tout a l'air de bien se passer là-bas pour les diasporas. Ça passe pas. Dommage. Quel est le secret du Sénégal, Monsieur Assane Diop? Vous avez pratiquement tout. Vous avez pratiquement tout ou pas? Ou moyen? Si on a... Alors, dans la salle, il y a des gens qui réagissent quand même, mais bon. Ça passe pas, c'est dommage. Mais je n'entends pas votre question, mais si je continue dans ma logique de ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, pour moi, la diaspora doit continuer à agir au niveau national. Au niveau, par exemple, quand je parle de l'économie aujourd'hui, la diaspora pèse d'un poids extraordinaire. On parle de 10 à 15% du PIB au niveau national. On sent la diaspora au niveau du secteur privé. On sent la diaspora au niveau des transferts de technologies, au niveau de l'agriculture chez nous. On sent la diaspora au niveau du commerce, notamment le e-commerce, etc. Au niveau économique, indépendamment des transferts de fonds, il y a beaucoup d'activités sur lesquelles la diaspora agit. Et sur le plan social, par exemple, aujourd'hui, ce que la diaspora fait, en tout cas au Sénégal, c'est extraordinaire. La diaspora, elle est présente au niveau des communes, en aidant au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de tout ce qui touche les équipements sportifs. C'est extraordinaire. Donc, au-delà même de la politique, la diaspora, elle est développement national. Et c'est ça qui est important pour moi. Faire de sorte que les Sénégalais de l'extérieur puissent faire encore plus. Et au Sénégal, par exemple, la diaspora est considérée comme une 15e région. Nous avons 14 régions. La diaspora est considérée comme une 15e région. Donc, une organisation de cette nature elle doit forcément continuer à jouer un rôle encore plus fort. Oui, si je peux ajouter quelque chose. Je vous en prie. Je pense que ce modèle est le modèle que nous devons poursuivre. C'est-à-dire arriver à ce que les diasporas aient non seulement cette place en termes de visibilité,
mais également cette place en termes de contribution. Donc, mon souci n'est pas que nous procédions par unité. Nous serons on aura beaucoup plus de poids, ce que j'appelais tout à l'heure la force de frappe, oui, si nous arrivons à faire des diasporas quelque chose d'uni, non pas seulement vis-à-vis d'un pays particulier, mais vis-à-vis de ce pays particulier en termes de contribution à ce qui se passe dans un pays donné. C'est-à-dire, si nous arrivons à ce que j'appelais tout à l'heure une fêtière de diaspora, vous devrez pouvoir dire ce que vous pensez de ce qui se passe au Zimbabwe, comme de ce qui se passe au Sénégal, ou en Côte d'Ivoire, ou au Bénin. Et vous le faites avec non seulement force, mais avec considération. Oui. Parce que ce que vous dites ou ce que vous apportez a du sens et provient d'hommes et de femmes, d'une manière ou d'une autre, oui, avertis de la chose publique. C'est tout. Monsieur Oud, je vous donne la parole. Merci. Et ensuite, ce sera Monsieur Tekgar, et on repassera ensuite, on parlera de l'innovation. Je vous en prie. Oui, sur la question de la représentativité des diasporas, pour qu'elles puissent s'exprimer soit au niveau national, soit au niveau encore plus ambitieux de l'Union africaine. Je pense qu'il faut être réaliste, parce que les conflits qu'il y a dans chacun des pays, ils se reproduisent dans la diaspora. Comment voulez-vous qu'une diaspora soit représentée par un seul courant ? C'est une vision extrêmement idéaliste et très concrètement, notre expérience au niveau du Forum, par exemple, où il y a beaucoup de diasporas des pays subsahariens qui sont représentés, pas seulement, nous montre que c'est extrêmement compliqué que de prendre des positions et d'intervenir sur le plan politique. On peut intervenir, et là je soutiens entièrement tout ce qui a été dit par M. Diop. La construction citoyenne, elle passe aussi par des interventions de la diaspora à des niveaux qui peuvent être des transferts de savoir politique, par exemple des élus qui ont été élus en France, qui peuvent être ensuite, quand ils sont à la retraite par exemple, élus dans leur pays d'origine, et là il y a un vrai transfert qui peut se faire. Il peut y avoir des transferts de compétences techniques, il peut y avoir des échanges entre les jeunes pour contribuer à cette construction citoyenne. Ce sont des actions à des échelles des individus, mais il ne faut pas rêver d'imaginer que les diasporas vont être capables d'être représentées d'une façon unique. Ça, c'est vraiment peut-être dans 50 ans, mais on n'y est pas là du tout. Monsieur Teknak. Oui, l'intervention de M. Hassan Diop m'inspire ce que je peux appeler... C'est une stratégie qu'on a observée avec les pays d'Asie, les 4 dragons. Je crois que ça s'appelle le vol des oies sauvages. Alors, en fait, le schéma est simple. On a un pays sur lequel on va s'appuyer par son exemple. Et à partir de cet exemple, les autres vont, en le copiant, évoluer, donc progresser, mais tout en utilisant la capacité du premier. Alors, je pense à ça. Je pense que le Sénégal, tel qu'il a été décrit tout à l'heure, tel que cette diaspora a été écrite, pourrait servir de ce type d'exemple. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer, comme il a dit, sur ce que fait le Sénégal pour faire en sorte que les autres copient le Sénégal. Mais comment peut-on copier le Sénégal si on ne parle pas aux Sénégalais ? C'est pour ça que mon plaidoyer reste le même. Il faut que les diasporas se parlent. Il faut pas... Parlons-nous, parlons. Donc, il faut... Non, dans le sens de se rencontrer. Oui, mais bien sûr, voilà, bien sûr. Voilà, c'est déjà ce qui se passe là. Voilà. Donc, je pense, effectivement, qu'on peut se réjouir d'avoir des diasporas dynamiques, fortes, comme celle qui vient d'être décrite, et essayer de prendre l'exemple sur eux, sur elles. Et pour cela, encore une fois, il faut qu'on puisse effectivement se rencontrer, parler, échanger et voir comment on peut tous évoluer.
Merci, Monsieur Tekna. Donc, on va essayer de prendre l'exemple du Sénégal. Et donc, c'est une belle transition pour parler de l'innovation démocratique. Et j'ai une question que j'estime moins importante. On va parler de la pensée africaine. Pensez-vous que la diaspora pourrait jouer ce rôle-là de la continuité de la pensée africaine? Est-ce qu'elle pourrait apporter comme un renouveau dans cette pensée africaine, comme on l'a vu avec Aimé Césaire, Kwame Nkrumah? Est-ce que cette diaspora peut apporter une nouvelle pensée africaine? Oui, je pense qu'il y a une intelligentsia de la diaspora. Je ne vais pas citer les noms. Je pense qu'il y a les gens qui pensent et qui publient, qui réfléchissent sur le devenir de l'Afrique, sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour que l'Afrique puisse sortir de la situation dans laquelle elle se trouve depuis très longtemps. Et le rôle de la diaspora a toujours été, à ce niveau, très, très important. Oui. Je pense que, pour ne pas citer disons, les grandes idéologies, mais on peut parler, on peut se rappeler que la négritude, c'était ce courant de pensée fort, oui. C'est la diaspora. Alors, c'est la diaspora qui a fait la négritude. Oui. Donc je pense que... Alors, ils étaient formés en Europe, hein, mais actuellement, comment les choses se passent? Avant, ils étaient formés en Europe et puis ils repartaient en Afrique pour façonner. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Je pense que la diaspora, par définition, elle est à l'extérieur. Donc je pense qu'on... Au niveau intellectuel, vous pensez que c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. D'abord parce que... Les mêmes préoccupations? Non, nous ne vivons pas la même époque. Je pense que c'était nouveau. D'accord. Donc quand c'est nouveau, c'est encore, à mon avis, beaucoup plus beau, beaucoup plus facile, même je dirais, puisque tout ce qui vient est à prendre. Aujourd'hui, on ne peut pas tout prendre, puisqu'on en sait tellement. On a beaucoup d'interférences, beaucoup de choses qu'on connaît, les choses qu'on peut rejeter, on en a beaucoup également. Mais je pense que une diaspora, l'intelligentsia de la diaspora existe bel et bien, et il faut simplement l'identifier, peut-être aller vers elle, et je pense qu'on aura effectivement des chances que cette diaspora qui peut penser vraiment l'avenir de l'Afrique puisse se mettre en mouvement. Innover les idées politiques en Afrique. Voilà. Alors, Monsieur Ould Aoudia, qu'est-ce que vous en pensez? Et ensuite, je vous passerai la parole, Monsieur Agotchenou. Ensuite, ce sera Monsieur Diop en ligne. Alors, ce qui est évident, c'est la grande différence par rapport à toutes les avancées qui sont venues, par exemple, des Caraïbes, hein, puisqu'on parle de la négritude, elle est venue de penseurs noirs qui vivaient dans les Caraïbes, comme Césaire, par exemple. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé avec la mondialisation, avec les facilités avec lesquelles on peut communiquer où qu'on soit dans le monde. Et donc la question du renouveau de la pensée africaine par la diaspora se pose dans des conditions nouvelles. Et je pense qu'il y a moins de différence entre les personnes qui sont dans les diasporas ou dans la diaspora éparpillées dans le monde et puis les intellectuels qui sont en Afrique même. Je prends l'exemple, sur la pensée africaine, je prends un seul exemple, sur la question de l'histoire. L'histoire, elle a été écrite jusqu'à présent par les pays colonisateurs. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de refaire, de se réapproprier notre histoire, de faire que l'histoire soit écrite par nous et pas seulement lue dans des livres qui ont été écrits loin de nous. Et ça, c'est tout un travail qui peut se faire en Afrique ou qui peut se faire dans les diasporas. On circule, les documents circulent, les bibliothèques sont accessibles et ce travail de réappropriation de l'histoire, il peut se faire où qu'on soit dans le monde. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est un vrai problème, hein, ce que vous soulevez là. Alors, monsieur, je vous en prie. Qui marche. Non, cela a été dit. Les diasporas constituent, qu'on le veuille ou non, une composante privilégiée. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même... et une composante privilégiée qui a en son sein, je ne dirais pas des avertis, je ne dirais pas seulement des sachants, mais des hommes et des femmes qui se sont faits, qui se sont ajustés à un environnement particulier. Et si cet
environnement politique leur convient dans sa diversité, c'est-à-dire que ce n'est pas un choix à faire nécessairement, mais on s'en sort parce qu'on y est. On peut imaginer qu'on a appris des choses de cet environnement. On peut imaginer qu'on a un regard sur ce qui se passe d'où l'on vient. On peut également s'efforcer d'imaginer la contribution qu'on peut apporter à nos pays d'origine dans ce que nous voyons qui se passe dans ces pays et de ce que nous avons appris à travers les ajustements. Et les adapter, c'est ça. C'est pour cela que je considère la diaspora comme un bras. Tout simplement, il suffit de l'armer. L'armer comment? L'armer de contribution, l'armer de proposition et lui donner les voies et les moyens pour pouvoir agir et pour pouvoir contribuer effectivement à ce qui se passe, si on le veut. Hein. C'est toujours si on le veut. Il y a certainement dans les membres d'une diaspora d'autres qui diront non, nous n'aimerions pas rentrer dans ce domaine. Il faudrait respecter cela. Et il ne faudrait pas y aller ou vers son pays d'origine et dire nous parlons au nom de l'ensemble des ressortissants de tel ou tel pays venant de tel ou tel autre pays. Non, il faudrait pouvoir nuancer et se rendre crédible dans ce qu'on est en train de proposer ou de la façon ou la forme de contribution qu'on veut mettre sur la table. D'accord. Alors, avant de finir avec cette table ronde, je vais peut-être donner la parole à M. Assane Diop, qui est en ligne sur la pensée africaine, parce qu'il nous parle très bien du Sénégal. Monsieur Assane Diop, est-ce que vous nous entendez? Alors, selon vous, qu'est-ce que la diaspora sénégalaise peut apporter comme nouvelle pensée africaine au monde, à l'Afrique? Je peux intervenir? Bien sûr. Oui, parce qu'il m'a semblé avoir compris avec l'intervention tout à l'heure qu'il faut entendre parler, la diaspora, c'est un bras qu'il faut armer. Exactement. C'est par rapport à la pensée africaine, à la nouvelle pensée africaine. Ce que je pense, c'est que la diaspora d'abord s'organiser. Et si elle n'est pas organisée, bien sûr, il y a peu de chances qu'elle soit entendue au niveau national. Il faut qu'elle soit organisée. Il faut qu'elle soit organisée et que son impact économique soit ressenti, son impact social et également son impact même dans le milieu sportif. On sent la diaspora partout. Et il faut qu'elle soit organisée. Si elle n'était pas organisée, elle n'aurait pas pu être reconnue comme une réalité politique au Sénégal jusqu'à être représentée à l'Assemblée nationale par d'autres. Donc, organisation pour peser sur les politiques. Pour pouvoir peser sur les politiques, encore une fois, il faut que cela soit organisé aussi au niveau des institutions nationales. Que les institutions nationales acceptent la diaspora comme une réalité et en fassent une partie prenante du développement du pays. Mais ça ne se donne pas. Ça ne se donne pas aussi gratuitement. Il faut que l'impact politique de la diaspora au niveau local aussi se fasse ressentir. La diaspora aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, influence les choix politiques au niveau national de par les familles, de par les amis, de par l'impact social que la diaspora a. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, elle peut être plus représentative au niveau national et être écoutée. Si aujourd'hui il y a des problèmes quelque part dans un pays, les Sénégalais de ce pays-là organisés peuvent immédiatement interpeller les députés à l'Assemblée nationale qui vont immédiatement voir les ministères concernés ou les institutions concernées pour que le problème soit regardé de plus près et qu'on trouve des solutions. Donc, il faut que la diaspora s'organise. Si elle s'organise, elle est reconnue. Si elle est reconnue, elle impacte sur les politiques, que ce soit économiques, sociales ou autres. Donc, le bras, oui, il faut l'armer, oui, mais il faut qu'elle s'arme aussi. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Assane Diop. C'est votre dernier mot et le dernier mot de cette table ronde. Hein.
la diaspora doit s'organiser et ensuite elle doit impacter. Et donc je vous dis merci à vous tous d'avoir suivi cette table ronde. Désolée pour la parole qui n'a pas été donnée au public. Voilà, je donne la parole à vous. Ok, je comprends parfaitement parce que bravo, en tout cas, bravo d'avoir dirigé cette table ronde.